j'ai décidé, par curiosité, de m'inscrire sur un groupe Facebook coréen adopté francophone. Je suis tombée sur une annonce. Et là, je vois des photos. Mais quand j'étais petite, je dis, mais c'est quoi ces photos-là? Donc, je dis, tant pis, je lui ai envoyé un message à cette personne qui avait posté cette annonce. Cette personne, en fait, c'était notre demi-frère qui nous recherchait. Bonjour Marlène, Bonjour, merci beaucoup d'être là. merci à vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui nous partager votre histoire? C'est plus pour moi-même déjà, à la base. Et puis partager aussi mon vécu de l'adoption, d'avant, après. Et j'espère que ça pourra aider certaines personnes à s'identifier et se sentir peut-être moins seules aussi. Pour raconter cette histoire, j'aimerais justement qu'on revienne au début des années 80. Oui. À ce moment-là, vous aviez 7 ans, votre petit frère Emmanuel était tout petit et vous avez été placé dans un orphelinat. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter cette période de votre Cette vie? période qui est assez chargée quand même. Donc je suis née à Séoul, d'une famille qui était relativement très pauvre. J'ai pas vraiment de souvenirs jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Mon père était une personne, on va dire, mauvaise, hein, très violent. Et en fait, j'ai été confrontée à cette violence et cette pauvreté en même temps. Hein, tout est mêlé. Hein. Et le fait d'avoir subi tout ça, je ne sais pas comment le dire, m'a amené un peu à se forger un caractère aussi, hein, parce que voilà, il fallait se défendre, il fallait subvenir aussi à mon petit frère. Mon père était, du coup, il avait perdu son travail. Donc, pour compenser, je pense qu'il buvait beaucoup. Mais puis là-bas, l'alcool, c'est quand même assez répandu hein, en Corée. Hein. Et à chaque fois qu'il rentrait à la maison, il était souvent ivre. Hein. Et du coup, sa colère, en fait, il le reportait sur ma mère, à cette époque. Elle subissait des coups, enfin, vous imaginez bien, voilà. Et un jour, ma mère, elle en a eu marre. Elle a dit stop de cette violence et elle a décidé de partir. Donc elle est partie en nous laissant à mon père. Et pardon. Et donc il a fallu que je m'occupe de mon petit frère. Voilà, ce jour-là, elle m'a dit occupe-toi bien de ton petit frère, je t'aime. Elle est partie. C'est vraiment la dernière phrase que j'ai entendue d'elle et le dernier souvenir que j'ai eu d'elle. Et à ce moment-là, mon père, il est devenu fou. Et quand il a compris qu'elle ne revenait pas, donc il a cherché partout et donc impossible de la retrouver. Et sa colère, en fait, il s'est reporté sur moi. Et donc ça a été des coups, des gifles, des coups de pied dans le ventre, me traîner par les cheveux, me poursuivre quand il était ivre dans la rue avec un couteau. Il m'a fracassé des objets sur le crâne. Et tout en même temps, je devais protéger mon petit frère de ces coups. Donc, ce qui est l'avantage qu'il était ivre, c'est qu'il ne pouvait pas courir très vite. Donc j'arrivais toujours plus ou moins à m'échapper, mais c'était vraiment très compliqué cette période. Et c'était des colères pour rien des fois, c'était juste parce que j'avais 5 minutes de retard de l'école, parce que j'avais pas fait cuire le riz à temps, parce que j'avais pas été acheter sa bouteille d'alcool.
Donc ça a été très compliqué. Et un jour, il nous a amenés à l'orphelinat et il m'a dit « Vous restez là, je reviens vous chercher ». Mais je ne savais pas que j'étais à l'orphelinat. Et donc il n'est jamais revenu. Je l'ai attendu, il n'est jamais revenu. Et un jour, il y a mon oncle qui est venu nous chercher quand il a su qu'on était abandonnés. Hein. Il a essayé de nous récupérer. Il nous a sortis de l'orphelinat. Et ben, il n'a pas pu nous garder, hein, parce que de toute façon, l'autorité parentale, c'était le père. Et sachant que c'était l'aîné en plus de la famille, mon oncle n'avait aucun droit. Donc mon père a été obligé de nous ramener, de force, cette fois-ci. Et là, j'ai compris, quoi. J'ai compris qu'il ne reviendrait vraiment plus, qu'on n'avait plus de chance de rentrer à la maison. Et ben, je me suis mis à hurler. Je me suis débattue parce qu'on est venu nous chercher. On me tenait avec... il y avait 2 adultes qui me tenaient parce que je me débattais, je ne voulais pas. Et même cette période a été très difficile aussi. Parce qu'on a beau dire... les enfants sont en orphelinat, donc ils vont manger à leur faim. Ils vont avoir un minimum d'hygiène. C'est ce qu'on n'avait pas. On ne mangeait pas notre faim. On essayait de grappiller un peu de la nourriture chez les voisins. Et donc, quand on était à l'orphelinat, ils ont décidé de... Comme on n'a pas été adoptés de suite, donc on était sur Incheon. C'est une ville portuaire qui est à côté de Séoul. Donc c'est le premier orphelinat qui nous ont placés dans une famille d'accueil. Ça aurait pu très bien se passer, mais malheureusement, ça c'est... Voilà, c'est encore un point noir. Cette famille a été vraiment horrible. Je pense qu'ils faisaient ça pour de l'argent. Et au moindre erreur ou au moindre mauvais comportement, sans parler de casser d'objets ou quoi que ce soit. Hein. Là-bas, c'est très protocolaire quand même à cette époque. Et, donc une fois, j'ai un souvenir où elle m'a accusée de vol. Et pour me punir, elle m'a mis toute nue dans sa cour, sous la neige. Combien de temps ça a duré, je ne sais pas, mais c'était une éternité. Et en fait, elle ne m'a jamais cru que j'avais rien volé. En fait, c'était son fils. Et après la famille d'accueil, on nous a transférés sur Séoul, donc chez Holt, ça s'appelle l'organisme d'adoption, où là, j'étais un peu plus paisible, ça s'est mieux passé. Certes, c'était compliqué parce qu'on vivait, il y avait pas mal d'enfants. Je n'ai pas souvenir que mon frère était avec moi. Je pense qu'on était peut-être séparés en tranche d'âge. Et là, ben on nous a bien expliqué que voilà, on était là pour trouver d'autres parents. Donc ben, le monde s'écroule parce qu'on ne sait pas où on va. On nous arrache à notre pays, à la famille, malgré que c'était pas une super famille, mais bon. Et donc un jour, j'ai été convoquée dans le bureau avec mon petit frère. Je ne sais plus si c'était un monsieur ou une dame, ça devait être le directeur, je pense. Il nous a expliqué qu'on avait été adoptés par une gentille famille française, qu'ils allaient bien nous s'occuper de nous, qu'on serait 10 fois mieux là-bas, et que voilà, on devait se réjouir. C'était vraiment
on nous rabâchait ça tout le temps, quoi, en fait. Hein. Les enfants, à force, on s'imaginait tellement de choses beaux et magnifiques, que tout allait bien se passer. Et un jour, voilà, on est parti vers la France. Je ne savais pas ce qui allait nous attendre. Hein. C'est qui ces gens? C'est qui ces inconnus qui allaient venir nous chercher? On nous dit que c'est notre papa, notre maman, mais non. Donc c'était vraiment... ouais, j'arrivais pas vraiment à m'imaginer que j'allais avoir une autre famille, quoi. Enfin, c'était pas possible. Et même, ça en est arrivé comme quoi on manquait quand même d'attention, parce que la personne qui faisait le trajet dans l'avion qui nous accompagnait, c'était un monsieur. Il était tellement gentil que je lui ai même demandé de devenir mon papa. Donc, c'était le petit point d'humour. Et donc, quand on est arrivé à l'aéroport, j'ai vu 2 inconnus. Voilà, on m'a dit, c'est ton père, c'est ton papa et ta maman. Ben là, je me suis fermée. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 8 ans et demi. Je suis arrivée en avril 84. Et votre petit frère? 4 ans et demi, à ce moment-là. Et j'ai vu ces 2 inconnus prendre mon frère dans les bras. J'ai dit déjà non, tu ne prends pas mon frère dans les bras. T'es qui? Mais il a bien fallu suivre le mouvement, hein, donc je les ai suivis et j'ai bien compris que voilà, maintenant ma vie en Corée c'était fini. Donc je suis arrivée sur cette famille qui... J'ai eu beaucoup de mal à me dire que c'était mes parents pendant des années. Ça a été très compliqué. Mon frère s'est très vite adapté. Je pense que grâce à son jeune âge aussi. Et moi qui étais très refermée et très méfiant, je suis de nature méfiante de toute façon maintenant, j'ai beaucoup eu du mal à faire confiance. Ce changement de pays, de culture, de coutumes, de visage, ça a été l'angoisse. Vraiment une profonde angoisse. Je ne comprenais strictement rien de ce qu'on me disait, parce que mes parents ne parlent ni anglais ni coréen, c'était vraiment des purs français. Hein. Donc ça a été très difficile au niveau de la communication. Et mon mal-être, en fait, s'est ressenti par de la colère. Je faisais facilement des colères parce que je n'arrivais pas à m'exprimer. Et le fait que cette différence de culture m'avait vraiment perturbée et voir tous ces gens inconnus prétendre être ma famille, qui nous rendent des visites tous les jours, comme si j'avais l'impression d'être un animal en cage, qu'on venait nous observer, que par curiosité, sûrement pas malsaine, parce qu'ils n'avaient pas l'air méchants, mais pour moi ça a énormément pesé là-dessus, parce que vraiment c'était tous les jours, quoi. Comment vous faisiez pour vous comprendre, pour parler? Par des gestes. Et étonnamment, avec mon frère, on a appris le français très rapidement. J'ai complètement oublié ma langue maternelle. Je pense que c'est une question de s'adapter, de survie. Hein. Et du coup, en fait, le fait que j'arrivais pas à m'adapter rapidement comme mon frère, on m'a catégorisé un peu comme le vilain petit canard, quoi. Donc ça m'a suivi toute ma vie, hein, du côté de ma famille. Voilà. Et ma relation avec mes parents est encore compliquée.
comme on était au fin fond de la Dordogne, non, on était vraiment l'attraction, je pourrais dire le mot. Hein. Des petits Chinois, entre guillemets, qui sont là. Il faut aller les voir, C'était vraiment c'était de la curiosité, parce qu'il n'y avait aucun étranger, hein, à part nous. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était tous les jours à nous dévisager, je ne sais pas ce qu'ils pensaient réellement, parce que je ne comprenais pas trop ce qu'ils disaient. Hein, donc, ouais, c'était très difficile. Ouais. J'aurais eu encore des gens étrangers, entre guillemets, d'origine autre. Je serais peut-être moins sentie seule, je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Mais je pense que ça ne nous a pas forcément aidé d'être dans un petit village. Voilà. Le peu que je sais au niveau de mes parents, ils ont décidé d'adopter parce que ils n'arrivaient déjà pas à avoir d'enfants. Et ils se sont posé la question s'il fallait qu'ils acceptent qu'ils n'en aient pas, ou on leur a parlé de l'adoption, mais l'adoption en France. Pourquoi ils sont tournés à l'étranger, aucune idée. Et un jour, ils ont décidé de contacter un organisme d'adoption au niveau de la Corée. En fait, mes parents, au départ, ils ont demandé à adopter un enfant. Et donc, ils ont quand même attendu très longtemps. Hein. On sait que la procédure d'adoption, c'est très long, c'est très coûteux. Ça, ils l'ont bien précisé plusieurs fois, que ça a été très cher. Ils l'ont rabâché il n'y a pas très longtemps encore. Et un jour, ils ont eu un coup de fil de cet organisme d'adoption, comme quoi, voilà, ils ont un petit garçon à leur proposer, comme on pourrait proposer un petit chien. Ils ont dit que ce petit garçon avait une grande sœur et que s'ils étaient d'accord, ils pouvaient m'adopter en même temps. Donc, ils n'ont pas réfléchi très longtemps. Hein. Ils se sont dit, pourquoi pas, ça nous évitera encore les démarches d'adoption et au niveau financier, on s'en sortira mieux. Donc, ils ont fini par accepter la grande sœur. Mais je pense qu'ils n'étaient pas préparés à ce que je sois déjà grande. Parce que je pense que c'est difficile de s'occuper d'un enfant qui a déjà une éducation, et son histoire. La question de l'argent revient beaucoup quand vous parlez de cette adoption. Oui, parce que en fait, c'est vraiment une chose que mon père me dit souvent, quand on parle un peu d'adoption, tout ça, que ça lui a coûté plus d'un mois de salaire. Et pourquoi, je ne sais pas, pourquoi il parle tout le temps de ça, et donc c'est très blessant. Parce qu'on pourrait dire, j'ai acheté cette voiture, qu'est-ce qu'elle m'a coûté cher, quoi. Mais on ne peut pas comparer un objet à un enfant. Donc c'est vraiment un reproche que je peux lui faire, c'est que pourquoi parler d'argent quand on parle de... Enfin, je sais pas, quand on adopte, c'est vraiment que on a tant d'amour à donner qu'on a envie de sortir de la misère, entre guillemets, des enfants. Donc, pourquoi l'argent revient à chaque fois dans le sujet? Franchement, je n'ai aucune idée. Voilà. De quelle manière tout ça a joué sur votre construction identitaire en tant qu'adolescente puis de jeune femme? Oh, compliqué. Plus je grandissais, et surtout la période de l'adolescence a été très compliquée. Parce que là, à ce moment-là, je me rendais vraiment compte
que je n'avais pas eu la chance que mon frère pouvait avoir, même pour ses simples études. Hein. Et là, ça a été l'explosion de colère. Et j'ai eu, du coup, je me suis fermée totalement au niveau de mes parents adoptifs. Le pire, je pense, c'est la relation que j'ai eue avec ma mère. Très, très compliquée. Ça en est arrivé avec des mots vraiment très violents, au point de me dire un jour, tu quittes la maison. Donc j'ai dû arrêter mes études très rapidement. Et à ce moment-là, j'avais un petit ami, et c'était l'occasion idéale de partir de la maison. Et c'était un soulagement de partir. Vraiment, j'avais plus cette pression de me dire que voilà, il faut que je me comporte bien avec mes parents adoptifs, parce qu'ils t'ont quand même donné une autre vie, je ne sais pas ce que tu aurais pu avoir là-bas. C'est ce qu'on me rabâchait aussi souvent. Hein. Tu devrais être content, on t'a sorti de la misère. Oui, mais non. C'est ça que je pense que les gens ne se rendent pas compte, de gens extérieurs, c'est que quand on est enfant adopté, les personnes extérieures se disent « Ah ben, on les a sortis de la misère, elle devrait être reconnaissante. Pourquoi elle fait des colères? Pourquoi elle se comporte comme ça avec ses parents? Pourquoi ?» Mais jamais, jamais ils se sont imaginés, vous, si on vous arrachait d'un pays, d'une culture, de toute votre famille, de vos repères, comment vous vous comporteriez? Donc, c'est vraiment ce que je reproche aux gens, en fait, hein, parce que c'est une image que je pense que la plupart ont, c'est, voilà, on les a sortis de la misère, donc ils n'ont rien à dire. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Surtout quand on est plus vieux, et qu'on a tous nos vécus, et que tous nos sentiments, tous nos souvenirs, et qu'on ne cherche pas à nous aider sur ce côté-là. En fait, on m'a laissé dans ma misère. On a beau me sortir de la misère, entre guillemets, matérielle, mais la misère psychologique, on m'a laissé dedans. Et vos parents biologiques à ce moment-là? Donc, à partir du moment où on se fait adopter, on n'a aucune nouvelle. En fait, sur nos papiers, on le voit, hein, on est né de parents adoptifs. C'est choquant, mais c'est comme ça. Aucun souvenir, aucune nouvelle, on n'en avait pas hein, à ce moment-là. Mais j'ai pensé relativement souvent, oui. J'en ai beaucoup voulu à mon père. Je cherchais toujours des excuses du fait que ma mère nous avait laissés. Parce que je savais ce qu'elle avait subi avec mon père, donc pour moi c'était normal qu'elle soit partie à ce moment-là. Jamais je m'étais dit elle aurait pu revenir, ou elle aurait pu venir nous chercher, pourquoi elle n'est pas partie avec nous. Non, en fait j'ai vécu et grandi toujours en trouvant des excuses à ma mère biologique. Par contre une colère immense pour mon père, pour ce pays. Et ça m'a porté cette colère peut-être jusqu'à l'âge de mes 40 ans. Ça a été très difficile, oui, parce que si on me parlait de la Corée, alors là, je me mettais dans une colère folle. Hein. Vraiment, je voulais vraiment pas entendre le mot juste Corée, quoi. Parce que je pense que, voilà, j'ai été malmenée et que j'avais toujours pas accepté le fait qu'on m'ait arraché de ce pays. J'ai rencontré le père de mon fils très jeune, je devais avoir 16 ans je pense. Nous avons commencé à habiter ensemble juste après que j'ai quitté l'école. C'était vraiment l'occasion idéale de fuir la maison. Et puis 1 ou 2 ans après, j'ai eu mon fils.
Comment vous lui parliez de la Corée, de ses racines? Je ne parlais pas du tout de mes racines, de mes origines, de rien du tout, que ce soit à mon premier compagnon, comme à mon fils, vraiment comme je faisais vraiment abstraction de ce pays. Je n'étais plus coréen, j'étais vraiment française. Hein. Mes origines n'existaient plus. J'en étais arrivée là. Ouais. Jusqu'à quand? Je pense à partir du moment où j'ai eu mon deuxième enfant, ma petite fille. Où là j'ai commencé à vraiment... où là c'est vraiment où la période où ma mère m'a manqué. Je pense que c'est peut-être parce que c'était une petite fille et que je me projetais peut-être sur elle, je ne sais pas. Je pensais beaucoup à ma mère à ce moment-là, ouais. Parce que j'estimais qu'elle aurait dû être là. Ouais. C'était... Oui, sinon Non, je pensais pas du tout à la Corée, ça m'intéressait pas. Il y a même mon frère qui a essayé un jour de... Voilà, Marlène, j'aimerais bien retourner en Corée. Pas pour rechercher la famille, hein, mais juste par curiosité. C'est notre... Voilà, c'est la Corée et tout. Et là, comme à mon habitude, quand on me parlait de la Corée, je me suis mis en colère contre lui et je lui ai dit, il est hors de question. Tu ne retournes pas dans ce pays qui nous a fait du mal. Je te l'interdis. Et il m'a écouté. Il a stoppé toute démarche. Il avait commencé à apprendre le coréen en plus. Il a totalement fait abstraction. Il a accepté ma décision. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter ce jour qui a changé votre vie, le jour où vous étiez sur Facebook? Oui. Alors, il y a 5 ans, pourquoi ce jour-là, c'était le 19 décembre, je me rappelle, au soir, c'était un dimanche soir. Pourquoi ce jour-là, j'ai décidé, par curiosité, de m'inscrire sur un groupe Facebook coréen adopté francophone. Je pense par curiosité, parce que je voulais vraiment savoir de quoi on pouvait parler entre adoptés. Donc je pense que le cheminement du fait de dire « Ah, tu es quand même d'origine coréenne, tu as été adopté ». Donc pourquoi je ne peux pas vous le dire, voilà. Je me suis inscrite et j'ai dit ce soir-là à ma fille, t'imagines si je te présentais tes grands-parents maternels. Ah bah là, ma fille qui était très émotive, elle a pleuré. Je dis non mais c'est qu'une supposition, hein. Je fais, Donc la nuit passe, le lendemain je reçois une notification comme quoi l'administrateur avait bien accepté ma demande. Et je décide donc, 8h du matin, de regarder ce que ça pouvait avoir comme annonce, comme poste. Et en 2 secondes, je suis tombée sur une annonce. Et là, je vois des photos. Mais quand j'étais petite, je dis, mais c'est quoi ces photos-là? Et dont des photos c'est des photos avec notre matricule qu'on nous prend pour le dossier d'adoption, sans le matricule qui avait été effacé. Mais qui a pu mettre ça sur Facebook? Enfin, mes parents, ils sont loin des réseaux sociaux. Et donc, vraiment très paniquée, parce que j'ai dit qui a piraté mon compte. Vraiment, j'étais très sceptique et peur en même temps, parce que, voilà, qui pouvait aller dans l'intimité. Donc, je dis tant pis, je lui ai envoyé un message à cette personne qui avait posté cette annonce. Et j'ai mis bonjour, sur ces photos, je me reconnais avec mon frère. Est-ce que vous pouvez me contacter? Parce que, voilà. Et ça a été extrêmement rapide. Il m'a répondu dans les secondes qui ont suivi. Hein. Et il m'a expliqué qu'en fait, il l'avait posté pour un ami qui était sur Séoul, et que cette personne, en fait, c'était notre demi-frère qui nous recherchait.
Alors là, je dis, attends, c'est une arnaque, qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Enfin, c'est du n'importe quoi, j'ai qu'un frère, donc j'ai pas, j'ai pas d'autre famille. Donc ça a été, voilà, les émotions allaient dans tous les sens. Et jusqu'au moment où ce monsieur qui s'appelle Tim nous a mis en relation avec cette autre personne qui nous recherchait. Donc on a commencé à discuter. Et là, il m'a expliqué que son père s'appelait un tel et que c'était notre père et que lui, il était notre demi-frère. Alors là, douche froide. Je dis non, j'ai qu'un frère. Enfin, je n'ai pas souvenir que mon père a eu d'autres enfants. Et donc, il m'a expliqué qu'il était né au moment où nous, on est partis, on a été adoptés. Donc, je n'avais aucune idée. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que mon père avait de nombreuses maîtresses. Et quand il avait mis enceinte, peu de temps après, qu'il nous avait abandonnés. Donc ce demi-frère, ça faisait 13 ans qu'il nous recherchait, en fait, parce qu'il n'avait pas réussi à avoir nos photos. Il n'avait aucun élément possible pour pouvoir nous retrouver. Même l'organisme d'adoption ne voulait pas donner d'informations. Et il a fallu 13 ans quand même pour que notre père décide enfin de lui donner les peu de photos qu'il avait, dont les photos qu'il y avait dans les dossiers. Et 2 photos, je crois, de quand on était en France, parce que mes parents devaient fournir une photo comme quoi on allait bien voilà, à l'organisme. Donc voilà, au fil des discussions, on a bien compris que voilà, j'avais un demi-frère du côté de notre père maternel. Oui, paternel. Lui aussi avait été adopté? Oui, alors, lui aussi une grande histoire, parce que quand il a eu 4-5 ans, il a été lui aussi abandonné par notre propre père. Mais par contre, lui, il a été adopté aux États-Unis. Et donc lui, à l'âge de 18 ans, je crois, 18 ou 19 ans, je ne me rappelle plus trop, il a fait la démarche de retrouver sa famille coréenne. Donc il l'a trouvé rapidement, dont mon père, mon oncle, enfin, du coup, tout le côté du père. Et peu de temps après, je crois qu'il a retrouvé sa mère aussi. Et là, il a appris par mon oncle, en fait, qu'il avait un grand frère et une grande sœur. Et là, pour lui aussi, ça a été la douche froide parce qu'il ne savait pas, il n'était pas au courant. Donc c'est à partir de ce jour-là, il a décidé de tout faire pour nous retrouver, quoi. Comment vous avez vécu toute cette période? Parce que c'est quand même extraordinaire d'être sur Facebook, de tomber sur une photo de soi petite avec son petit frère et que quelqu'un vous dise je suis votre demi-frère, c'est incroyable. Oui, le fait de tomber sur cette idée, enfin sur cette annonce, ça a été vraiment et que j'ai compris que c'était vrai. Ça a été des émotions mais très fortes. Et d'un coup, j'avais l'impression qu'il y avait une partie de moi que j'avais perdue, qui revenait. Et j'ai beaucoup pleuré, hein, logique. J'ai pu le voir en visio rapidement. C'est grâce à mon fils aussi, parce qu'il a fait le traducteur anglais-français. Ça a été... oui, très heureuse. J'étais extrêmement heureuse d'avoir un autre frère, d'avoir finalement une famille. Mais en même temps, très peur. Très peur de savoir qu'est-ce qui va m'arriver maintenant. Et le fait d'avoir discuté aussi avec mon frère que j'avais retrouvé, son vécu, qui a été très malheureux aussi, ça
ça m'a rappelé aussi du coup des souvenirs que je voulais pas revivre. Ça a été très douloureux. J'ai du mal à dormir du coup, parce que tous ces mauvais souvenirs refaisaient surface. Et ouais, mes sentiments étaient mélangés entre la joie et la peur, l'angoisse du après. Et ce jour-là, quand on l'a vu en visio, il a très rapidement nous a envoyé des photos, et dont la photo de mon père. Et là, ma réaction a été la peur totale. Vraiment, c'est une angoisse qui m'a paralysée. J'ai même couru aux toilettes vomir, tellement ça m'avait choquée. Parce que je m'attendais en fait pas le voir, quoi. Oui, c'est bien d'avoir un petit frère, mais non, j'ai pas demandé à avoir revoir ma famille, quoi. Donc, ouais, le cheminement a été très très compliqué cette période, parce que c'était tout le temps les mauvais souvenirs qui revenaient, tout le temps cette angoisse qui nous prend à la gorge, au ventre, parce que voilà, je voyais mon père. Je voyais mon père qui me frappait, qui me hurlait dessus, qui me poussait dans les escaliers, vraiment, c'était vraiment très angoissant. Très, très angoissant. Donc, au fil des jours, j'ai réussi, comme en habitude, de taire ce côté-là, de mes mauvais souvenirs, et profiter pleinement d'un nouveau membre de la famille, qui était extraordinaire. Quand j'ai retrouvé notre nouveau petit frère, il y a eu le Covid. Et donc, qui a stoppé notre envie de retourner en Corée. Donc, il a fallu attendre la fin des restrictions au niveau des touristes, au niveau de la Corée, parce qu'on avait 15 jours ou 3 semaines de confinement, je crois, pour les touristes. Donc, dès que ça a été levé, on a pris les billets d'avion, et au bout de 38 ans, je n'étais pas retournée dans mon pays. On est allés tous en famille à ce moment-là, pour rencontrer mon petit frère, et également ma mère, que je ne vous ai pas dit, que j'avais retrouvée. Voilà. En fait, j'ai retrouvé ma maman très rapidement. À partir du moment où j'ai retrouvé mon petit frère, il nous a expliqué comment faire, les démarches. Et je pense un mois, même pas, après, on avait contact avec ma mère. Et là, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Vraiment. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on sent que vraiment, une mère, c'est important. Donc, ouais, j'étais très 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 heureuse de l'avoir retrouvée. Et en même temps, retrouver notre famille aussi, parce que du coup, ma mère avait refait sa vie. Elle avait eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont du coup mes demi-frères et sœurs. Et oui, et le fait qu'on est parti, on est revenu en Corée, c'était vraiment le but, oui, voir mon petit frère, mais c'était quand même principalement voir ma mère. Très heureuse du voyage, très excitée. Donc on descend de l'avion, et elle était là, elle est venue nous chercher. On a passé un séjour vraiment super. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment précis? C'est incroyable. Vous la retrouvez, vous la voyez pour la première fois après des années. Et je ne sais pas comment l'expliquer, parce que quand je suis descendue de l'avion et que je l'ai vue, oui, j'étais vraiment tellement heureuse. J'ai dit enfin.
Enfin, t'es revenu. Et on s'est jeté dans les bras. On s'est tenu la main. Elle me tenait vraiment la main très fermement. Et d'un coup, j'ai eu un déclic. Je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui m'a dérangée. Le fait qu'elle me tienne la main aussi fort, je l'ai lâché. J'ai eu un moment de recul. J'ai dit, mais t'es qui? En moi-même, j'ai dit, mais t'es qui? T'es ma mère, mais finalement, elle était une inconnue. Et comme je suis très méfiante, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vraiment du mal à faire confiance, du coup, je pense dû à tous mes événements. J'ai eu un petit temps, voilà, de recul, d'accepter que voilà, j'allais chez elle, que j'allais passer du temps avec elle. Malgré que le séjour s'est très bien passé, malgré que voilà, enfin, beaucoup de choses étaient formidables, mais il y avait des choses qui me mettaient quand même en retrait par rapport à tout ça et de le vivre à 100%, quoi. En fait, j'ai eu la chance pendant le séjour avec ma mère, c'est que j'avais mon professeur de coréen, parce que j'avais décidé de apprendre ma langue maternelle pendant 1 an, juste avant le voyage. Et donc à ce moment-là, on a eu la chance qu'elle était sur Busan. Donc c'est une ville au sud de la Corée, qui a bien voulu, vraiment, je la remercie, faire la traductrice pendant quelques heures, avec mon frère, ma mère et ma petite sœur. Et donc ma mère, elle a expliqué un peu le pourquoi et le fait qu'elle y soit partie, ce qu'elle a fait entre-temps, et qu'elle a essayé aussi de nous retrouver. D'accord, pas souvenir, mais... Donc j'ai écouté tout son récit, et dont le jour où elle nous a laissés, en fait. Le fait comment elle a expliqué la chose, c'est qu'en fait, elle n'avait pas pu rentrer à la maison, du fait qu'elle était en retard. Et que du coup, la porte était fermée. Et elle n'a pas voulu insister pour ouvrir la porte parce que savait que son mari était là et que elle allait encore se prendre des coups parce qu'elle était en retard, quoi. Et qu'elle avait décidé de se cacher chez les voisins. Et le lendemain, elle a essayé de nous récupérer, apparemment. Et vu ce qu'elle a dit, elle n'a pas trop insisté, elle s'est enfuie. Voilà, elle s'est vraiment enfuie. Elle nous a dit qu'elle avait été chez sa mère, donc dont ma grand-mère. Mais c'était contradictoire par rapport à ce qu'elle m'avait... Enfin, dernier souvenir que j'avais d'elle. Oui, on peut dire qu'une petite fille peut, à l'âge où j'avais, peut confondre des moments, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, vraiment, le dernier souvenir qu'elle m'a laissé, c'est... je la vois se pomponner, maquiller, préparer son baluchon, me prendre dans ses bras et me dire « Je t'aime, occupe-toi bien de ton petit frère ». Et elle est partie. Donc pourquoi me dire qu'elle a essayé de partir avec nous ou de... Vraiment, c'était vraiment trop... Enfin, par rapport à ce qu'elle disait, c'était vraiment très contradictoire, quoi, par rapport à mes souvenirs. Donc sur ce côté-là, je ne la crois pas trop, en fait. Parce qu'en fait, j'ai découvert que cette femme, elle était très, très renfermée, elle aussi. Aucune communication. Dès que j'essaye de parler avec elle, malgré que ce soit avec le traducteur du téléphone, elle ne répond pas à mes questions. Elle ne donne même aucun souvenir d'anecdote ou n'importe. Oui, tu étais petite fille, tu faisais ça, rien. Vraiment, c'est un mur.
Et ça, c'est extrêmement frustrant parce que on a beau essayer d'apprendre sur son histoire, juste des petits souvenirs que j'aurais pu avoir avec elle, rien. Strictement rien. Et là, c'est vraiment... je me suis dit, mais quel était l'intérêt dans ces cas-là de retrouver une mère? Pourquoi tu ne veux pas communiquer? Qu'est-ce que tu me caches? Alors on essaie de trouver des excuses, en disant peut-être parce qu'elle a honte, ou parce que ça lui remémore trop de mauvais souvenirs. Mais au fil des mois, je pense qu'elle me cache quelque chose. Ou alors elle ne veut pas faire face à ce que moi, elle sait très pertinemment que je sais. Et je pense qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre. Voilà. Vraiment, c'est mes sentiments d'aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas le cas. Mais comme je n'ai aucune explication, c'est très difficile pour moi finalement, malgré les retrouvailles, malgré la joie, malgré que j'ai une immense famille en Corée, de pouvoir continuer à se reconstruire. Parce que on attend des réponses. Et on ne l'a pas. Et j'ai aucune réponse de ce côté-là, quoi. Donc je pense que soit elle s'est dit, j'ai refait ma vie, maintenant, voilà, ils sont grands, ils vont bien, je sais pas. Mais ouais, ce ressentiment-là de ne pas avoir de réponse, c'est très difficile. Donc oui, il y a plusieurs fois où j'ai souhaité me dire pourquoi tu as retrouvé. Vraiment. Je veux retrouver ma vie, qui était carrée. Donc, vraiment, oui, j'ai ce sentiment-là que peut-être que j'aurais pas dû faire la démarche. J'ai eu la chance de retourner là une deuxième fois. Et mon objectif sur ce deuxième voyage, c'était de pouvoir rencontrer mon oncle, donc qui est le petit frère de mon père biologique, qui lui, il a tout fait pour essayer de nous arracher de l'orphelinat et qu'il n'avait pas pu. Donc je voulais avoir son avis, ses souvenirs, enfin, ce qu'il pouvait me raconter. Malheureusement, j'ai pas su plus que ça. Donc oui, j'ai bien souvenir, et c'était exact, qu'il était revenu nous chercher, mais qu'il avait été obligé de nous relaisser à notre père, qui nous avait ramenés à l'orphelinat. Et ça s'est arrêté là. Donc encore une douche froide, parce que vraiment j'espérais de ce côté-là que je puisse avoir d'autres réponses ou quelques brides de ma vie finalement, de petite fille. Et je ne l'ai pas eu. Donc c'était un voyage qui m'a laissé sur ma faim, on va dire. Donc j'ai fait quand même l'effort d'aller voir, on va pas dire l'effort, j'étais très contente d'aller voir ma mère aussi, biologique. Et là, une grosse douche froide. Sachant qu'elle travaillait et qu'elle n'avait pas de vacances, nous sommes descendus qu'un week-end sur Busan pour pouvoir. Je m'étais dit, on va en profiter que de 2 jours, mais c'est pas grave, on va le vivre à 200% et puis on va se contenter de ça et de toute façon je reviendrai en Corée. Je ne sais pas si je la dérangeais ou pas, mais elle m'a bien fait sentir que j'étais de trop ce jour-là. Et la pire journée que j'ai passée, ça a été le dimanche où là, il y a eu strictement aucune communication. Ça a été quand j'essayais de lui parler avec le traducteur, qu'elle faisait vraiment des grimaces, elle me faisait bien comprendre ça l'agaçait, tout simplement. Donc j'ai arrêté. J'ai rangé mon téléphone. Je dis très bien, tu veux pas communiquer, c'est pas un problème. Profite de mon frère. Moi, je vais faire mes visites. Je les ai suivis, certes, pour les visites, pour balader, ça, ils savaient très bien faire.
Mais aucun geste d'affection, simple sympathie, tout simplement, rien. Donc le soir, j'étais très contente dimanche soir qu'elle nous ramène au métro parce que retrouver mon hôtel parce que j'avais passé une journée horrible. Alors comme j'ai voulu faire la petite forte, comme je fais d'habitude, j'ai rien dit. Et le soir même, elle m'a envoyé un message. Je suis désolée d'avoir été méchante. Donc elle savait très bien son comportement. Pourquoi, aucune idée. Pourquoi elle a été comme ça ce jour-là. Donc je suis rentrée de ce voyage vraiment avec une rancœur terrible. C'était quand ce voyage? 15 jours. Donc c'est tout frais. Parce que moi, en tant que maman, déjà, je n'aurais pas laissé mes enfants. Sachant que son mari était extrêmement violent. Comment elle pouvait laisser ses enfants derrière et dans la misère. Et vu ce que j'ai appris, elle a vécu une très belle vie. Hein. Donc tout ça, je lui reproche. Et qu'elle ne fasse aucun effort de communication. Je comprends pas. On devrait être heureux, justement, de pouvoir échanger avec ces enfants qu'on n'a pas vus depuis 40 ans. Comment on peut laisser... Du coup, le fait que j'essayais toujours de lui trouver une excuse, disant que oui, t'es parti, c'est pour ton bien, c'est bien, t'as fui la violence, c'est ce qu'il fallait faire. Non, au jour d'aujourd'hui, je lui en veux. Parce que, vu son comportement, vu le peu de sentiments, tout simplement, j'ai pas vu d'amour dans ses yeux. J'ai pas vu de peine ou de... Enfin, quelconque sentiment, finalement, j'attendais vis-à-vis de moi. Surtout de moi, parce que j'estimais qu'à l'âge où j'avais, et vu ce qu'on avait vécu, toutes les deux, j'étais en droit de demander des explications. Et tout simplement avoir une maman. Et c'est pas... l'illusion a été... oui, c'était juste une illusion. Tout simplement. Ça a été... oui, c'est douloureux, oui. Je pense que toute personne a besoin d'un parent. Et je me suis accrochée à une image d'une mère très protectrice, très aimante, et finalement, elle ne l'est pas. Elle ne m'a même pas posé la question de savoir ce que j'avais pu vivre avec mon père quand elle est partie. D'où, enfin, je me mets à la place de... Voilà, moi, j'ai mes enfants, je pourrais pas les laisser derrière. J'aurais pas pu laisser derrière avec des parents aussi... enfin, je comprends pas. Voilà. Je suis sur mes questionnements encore. Et j'aurais pensé que j'aurais pu aller de l'avant. Et c'est pas le cas. Oui, l'amour d'un parent, c'est important. Et je l'ai eu ni avec mes parents biologiques, ni avec mes parents adoptifs. Et je pense aussi que c'est pour ça que je suis partie très tôt de la maison, fonder ma propre famille, et que je suis très attachée à ma famille. Ouais. La mienne. Voilà. C'était...
Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'est-ce que je souhaite aujourd'hui? Pour pouvoir vivre ma vie en paix. Plus se poser ces éternelles questions. Pourquoi? Pourquoi on ne m'a pas donné d'amour? Pourquoi je suis née pour souffrir? C'est ce que j'ai pensé, oui. J'ai le sentiment qu'en fait, oui, je suis née pour qu'on me tape dessus. Que ce soit physiquement, psychologiquement. Et en fait, je me raccroche à ma propre famille que j'ai fondée. Parce que j'ai manqué, oui, je manquais d'amour, tout simplement. Et j'espère oui, que je vais y arriver. À vivre pleinement ma vie. Pour moi, certes pour mes enfants, mais maintenant ils commencent à être grands. Puis je pense aussi que j'ai l'âge charnière, qu'on peut dire. Je vais avoir 50 ans. Donc j'espère qu'un jour je serai en paix, oui, sur ce côté-là. Et je pense que je suis pas très loin d'y arriver. Donc j'espère plus rien finalement de la Corée au niveau de ma maman. Mais je suis quand même heureuse d'avoir retrouvé un pays à qui j'ai eu de la haine et que finalement c'est un pays formidable et que je me plais énormément quand j'y suis. Parce que c'est mes racines, parce que c'est ma culture et que mine de rien je n'ai pas oublié. Voilà. L'une des solutions dont on parle souvent pour être en paix, pour aller mieux, c'est la thérapie, pour prendre soin de sa santé mentale. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez déjà pensé? Il y a une grosse période de ma vie, il y a bien plus de 10 ans, où là j'ai fait une énorme dépression. Pour X raisons que, voilà, c'est autre chose. Je suis allée voir une thérapeute et dont on a commencé à parler et dont elle m'a dit mais c'est pas, vous venez me voir mais c'est pas ça votre problème. En fait votre problème c'est votre abandon. Vous n'avez pas subi un abandon mais deux. Pourquoi deux? Parce que mes parents adoptifs finalement c'est un deuxième abandon. Quand vous espérez d'avoir des parents et que oui, certes, c'est mes parents, mais je n'ai pas eu l'amour qu'on peut donner. Donc oui, elle m'a bien précisé et je n'en étais pas consciente à ce moment-là que j'avais subi un deuxième abandon par rapport à mes parents adoptifs. Malgré que je suis toujours en contact avec eux, hein, ça se passe bien, en général. Donc, et que cette partie avec mes parents adoptifs en fait a joué énormément sur ma vie hein, en général. Le seul regret souvent que j'entends par rapport à, c'est mon père qui le dit, c'est on n'a pas payé tes études. Encore l'argent. Je pense qu'il n'en est pas conscient. Ils s'en ont pas forcément conscients de ce que j'ai pu ressentir. J'ai essayé, hein, quand j'étais adolescent, de leur expliquer qu'il y avait une énorme différence avec mon jeune frère, qu'ils avaient beaucoup d'attention pour lui, mais pas pour moi. J'ai bataillé pendant bien 2 ans, quand j'étais au lycée. Mais ça n'a servi à rien. Donc moi, à partir du moment où je rencontre mur, j'arrête. Je cherche plus. Je passe à autre chose.
Est-ce que ce témoignage aujourd'hui, c'est aussi une manière qu'ils regardent et qu'ils prennent un peu conscience? Au jour d'aujourd'hui, si je fais cette interview avec vous, oui, c'est un moyen de thérapie aussi, pour moi. Et puis aussi pour que eux, qu'ils comprennent aussi le pourquoi j'ai été peut-être la petite fille qui était dure. Et qu'ils comprennent bien que, voilà, que leur façon de faire, cette différence qu'il y a eu avec mon frère a joué énormément sur ma vie, oui. Et j'espère qu'ils vont l'entendre. Après, ils n'ont pas eu de chance non plus. Enfin, je pense que le fait d'avoir vécu dans un petit village, ils n'ont pas eu le soutien non plus psychologique pour, pour le suivi de l'adoption. Je pense qu'eux aussi, ils ont été perdus sur ce côté-là. Se retrouver avec une grande fille de presque 9 ans, comment faire? Donc oui, je trouve toujours des excuses. Et je pense que ça a été dur aussi pour eux. Et j'en suis consciente. Et vous diriez quoi à des gens qui vivent un peu la même expérience que vous, que ce soit des enfants adoptés ou des parents qui ont adopté un enfant? La communication. Parlez. N'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez à votre famille, que ce soit d'un parent à enfant ou enfant aux parents. Que les parents, quand ils adoptent, il faut qu'ils soient conscients que nous avons une histoire, que nous avons nos origines, nous avons eu une famille, et qu'il faut qu'ils soient à l'écoute de l'enfant qui est mal. Un enfant qui est mal, c'est pas normal. Tout changement de comportement d'un enfant doit alerter. Et se faire suivre, se faire aider. Vraiment, faut pas avoir peur, je pense. J'aurais eu la chance que mes parents soient aidés et d'essayer de comprendre et de mettre des mots sur ce que moi je ressentais à ce moment-là. Peut-être que notre relation aurait été mieux, oui. Je pense. Merci infiniment, Marlène. Merci à vous.